Et salut les geeks, bienvenue dans l'ATG Express numéro 2. Et je salue Ludmilla qui est à côté de moi. Bonjour. Et je salue notre invité Patrick. Et bonjour. Patrick que vous connaissez aussi sous le nom d'Axolot. Cet étrange animal. C'est ça. On va en parler. On va en parler. Merci Patrick de venir parce qu'apparemment tu as une journée très chargée en interview et en rendez-vous audiovisuel. Alors, en fait, je sors de 3 heures d'enregistrement à peu près pour un audiobook. Ce qui fait c'est ça. J'aurais sans doute la voix un peu fatiguée, mais c'est pour ça. Donc. Ah non, mais elle est bien grave, elle est bien chaude là. C'est bien, c'est parfait. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont recruté pour les audiobooks. Oui, la voix bien connue d'Axolot. C'est vrai. Donc, on est là pour cette nouvelle formule que vous commencez à connaître puisque on en est au 2e épisode. Donc, vous êtes totalement rodés avec le principe qui est, on n'a pas tout le monde autour de la table parce que dans la journée, on a du mal à faire venir Lord ton père, Herbie, Nico, on a du mal à le faire venir tout court. Quant à Post Carbone, il doit être en train de cuver son cidre bouché de Normandie dans un coin d'Étretat. Parce que c'est là-bas qu'il est. Allez, j'ai tout révélé, mais il l'avait dit lui-même, donc ça va. Voilà, c'est l'équipe au complet. Et on a aussi notre amie Clems qui vient quand elle peut parce qu'elle s'occupe d'Escape Game. Okay. Donc elle est pas mal occupée. Voilà, on a toute une équipe de gens qui viennent avec nous faire les agences to Geeks. Et on s'est dit avec Ludmilla que ça serait pas mal d'avoir des créneaux dans la journée pour les gens qui ne veulent pas se coucher tard. Et donc, plus court, surtout des interviews un peu plus condensées. On parle 2 secondes du Tipeee, qui grimpe. Mais oui, tout à fait. Hein, quand il sera mis en ligne. C'est ça. Oui, on va demander de l'argent. Donnez-nous de l'argent. Après 8 ans où on n'a pas demandé d'argent, maintenant on demande de l'argent. Alors, il faut nous en donner parce que si vous voulez plus d'ATG Express, plus d'ATG, plus de cave de Mr. D, que je suis en train de filmer, c'est un nouveau format vidéo, ça va être du délire, dans ma cave, donc c'est absolument pas passionnant, et si, ça va être très bien. Bref, voilà, si vous voulez plus de ça, donnez de l'argent. Voilà, c'était le quart d'heure de promo, et continuez à suivre les New Max, et les doubles affiches Starfix, et les soirées Food Anime. Tout à fait, au Club de l'Étoile. Ça en fait des choses. Oui. Entre le Max Linder, les New Max et le Club de l'Étoile, on s'ennuie pas. Bon, alors voilà, maintenant qu'on a évacué la partie promotionnelle, on va s'intéresser à notre invité. Alors, je sais pas par quel bout prendre Patrick, alias Axolot. Vas-y, je vais lui demander qu'il se présente lui-même parce que là, je sais pas par quel bout il veut se présenter. On peut faire ça dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai commencé par la radio il y a une douzaine d'années. Donc c'était sur une radio locale qui s'appelle toujours Rage d'ailleurs et qui a plusieurs antennes aujourd'hui. On a une à Paris, une à Marseille, une à Avignon. Et pendant 3 ans, j'avais une émission qui s'appelait Exocet sur cette radio locale. D'accord. Et le concept, c'était de raconter chaque semaine des histoires étranges, extraordinaires, mais très souvent vraies. Et quand l'émission s'est arrêtée, c'était en 2008. J'ai continué. Tu étais un enfant tu étais un adolescent. Écoute, oui, moi ça me fait plaisir que tu le vois comme ça, je ne te contredirai pas. Mais non, j'avais quand même déjà un certain âge à l'époque. Et donc l'émission s'est arrêtée en 2008 et j'ai continué, moi, pour le plaisir et pour l'enrichissement personnel, à collecter des histoires extraordinaires, des faits incroyables. Et en 2009, donc 1 an après la fin de l'émission, j'ai ouvert un blog qui s'appelle Axolot, et donc sur lequel j'écrivais à propos de diverses curiosités, qu'elles soient scientifiques, historiques ou autres. Et alors là, pour le coup, le credo, c'était de systématiquement parler de faits avérés et documentés. Alors que à la radio, il nous arrivait de parler d'histoires un peu fantastiques, surnaturelles et paranormales, etc. Mais toujours avec un angle plutôt démystificateur, toujours avec beaucoup de recul. Mais ça ne nous empêchait pas d'aller dans ce domaine-là. Alors qu'avec Axolot, l'idée, c'était vraiment de se consacrer sur les curiosités du monde réel pour montrer à quel point, finalement, on n'avait pas besoin d'avoir recours à la fiction pour s'émerveiller du monde qui nous entoure. Et en 2012, donc, j'ai publié un premier livre qui était un recueil des articles du blog. Et à partir de là, il y a eu une déclinaison chaque année de ce concept-là. Donc en 2013, j'ai lancé la chaîne YouTube Axolot, qui était vraiment une version vidéo de ce que je faisais sur le blog. Et puis ensuite, à partir de 2014, il y a une série de bandes dessinées qu'on a lancées chez Delcourt. Donc là, on en est au 4e tome. Et puis, il y a eu ensuite des livres, chez Duno notamment, donc Terre secrète et lieux secrets,
qui sont des bouquins consacrés aux merveilles méconnues de la planète. Et en fait, tout ce que j'ai pu faire depuis 2009, on va dire, c'était toujours plus ou moins dans ce registre de l'émerveillement, de l'étonnement. Il y a aussi un événement sur scène qui s'appelle La Veillée. Donc ça, on a commencé en 2015 avec... ça rappelle un peu ce qu'a fait Astier avec l'exoconférence, enfin de passer du format vidéo à un format live en fait. Ouais. On est un peu là-dedans. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'exploiter différents supports avec tous les avantages que ça peut représenter, puisque l'écrit a des qualités que n'a pas l'audio, mais en même temps l'audio a d'autres qualités que la scène n'a pas, donc enfin tout se complète en fait. Il y a différentes manières de raconter des histoires et de partager des choses étonnantes et merveilleuses. Donc voilà, la scène, on a commencé en 2015 avec donc Damien Maric, qui est donc un ami et associé sur ce projet. Et le principe de La Veillée, c'est de faire venir sur scène des gens qui ont vécu des histoires personnelles étonnantes ou émouvantes ou surprenantes. Et donc on en est, je crois, à la 7e édition. La dernière, c'était à peu près 2 semaines. Ça se passe au théâtre Tristan Bernard à Paris, à peu près 2 à 3 fois par an. Et on est très content de cet événement. Et là aussi, on est dans ce registre des histoires extraordinaires, mais vraies, donc racontées par des gens qui sont parfois anonymes. Oui, c'est pas bien. C'est pas Pierre Bellemare, c'est vrai. Ah non, Pierre Bellemare, il racontait des histoires romancées, mais qui étaient chouettes aussi. Bien sûr. Formidable là, c'est les gens qui les ont vécues eux-mêmes, qui viennent les raconter. Donc, c'est pas des pros, c'est pas des comédiens. Et le public qui vient assister à ces spectacles est au courant, d'ailleurs. Ils savent très bien que les gens qui viennent font un effort, parce que parfois, il y en a qui n'ont pas du tout l'expérience de la scène et qui sont violences pour venir raconter leur histoire. Et l'imperfection fait le charme, justement, parce qu'on a un côté très spontané. L'idée, très sincère aussi. Pas des personnes qui viennent raconter des choses des choses très personnelles qui parfois n'ont jamais été partagées, en fait. Ils viennent le partager pour la première fois sur scène. Et la scène, ça les bloque pas? Alors, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont vraiment très peur, mais en fait, le truc, c'est que le public de La Veillée est particulièrement bienveillant, parce que justement, il sait que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude. Et nous, on a voulu restituer un peu l'atmosphère d'une veillée nocturne, donc comme si on était autour du feu. Les histoires du camp de scouts autour du feu, quoi. C'est ça, et vraiment, l'idée, c'est de ne pas répéter. C'est un peu l'inverse d'une conférence TED, par exemple, où tout est vraiment à la virgule, tout est très carré, et puis généralement il y a un côté un peu moralisateur. On est là pour très scénarisé, pour donner une leçon, très scénarisé. Là, c'est l'inverse. Les gens viennent raconter spontanément, naturellement. C'est vraiment ce qu'on leur demande, et on est très content de cet événement-là. Ouais. Est-ce que vous distribuez des chamallows à l'entrée à faire fondre? Alors c'est un peu le running gag, puisqu'à chaque fois je dis, la prochaine fois on aura des chamallows. Là, c'était pas rentré dans le budget cette fois-ci. Mais en fait, non, on a vraiment, disons qu'on a une forêt métaphorique. Il y a des bruits de la nuit dans la salle. C'est super, ça. Donc on est dans un théâtre à l'italienne qui est vraiment très joli, le Tristan Bernard. Et quand les gens rentrent dans la salle, il y a cette ambiance sonore avec des chouettes, avec des grillons, etc. Donc voilà, on essaie de recréer cette ambiance de forêt nocturne dans un théâtre. Il faut faire ça au Rex, qui dans la grande salle a un vrai ciel étoilé. Alors, le truc, c'est qu'au Tristan Bernard, il y a 400 personnes, 400 places. Parce que le Rex, c'est 2004. Voilà. c'est un peu le problème. Pour l'esprit de l'événement, je pense qu'on est vraiment à la limite. Ouais, c'est déjà beaucoup, 400 personnes. Vu la configuration du Tristan Bernard, on est dans quelque chose d'assez convivial. Il y a un côté cocon. Mm-hmm. Mais au-delà, je pense qu'on perdrait cet esprit de, on est autour du feu, on se raconte des histoires. Ouais. Super idée. Ouais. Bon, alors, j'ai l'impression, quand j'entends ta présentation, que tu avais envie d'écrire, que tu avais une âme d'écrivain, et que tu cherchais le médium sur lequel tu allais pouvoir le mieux t'exprimer, et que le blog, finalement, a été le support le plus adapté à tes histoires. À l'époque, donc quand j'ai lancé le blog Axolot, disons que il me semblait que c'était le meilleur moyen de partager toutes ces histoires incroyables que je découvrais dans mes recherches personnelles. Et puis à l'époque, c'était... je pense, le support principal pour les gens qui voulaient s'exprimer sur Internet. Après, ça a été remplacé par la vidéo. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était le moyen privilégié de s'exprimer sur Internet. Et puis... il y avait une mode aussi du blog.
Ah oui, vraiment, en 2009. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu es arrivé au tout début... Même avant, d'ailleurs. Hein, oui. Tu es arrivé au tout début de la mode des youtubeurs aussi. Vers 2013, c'était quand même assez précurseur. Alors, en fait, on va dire que YouTube, ça a vraiment commencé vers 2008-2009 avec des gens comme Cyprien et Norman, par exemple. Jean du Grenier aussi, qui est un des précurseurs. Jean du Grenier, qui était même sur Dailymotion. Il y en avait très peu. Hein. Il y en avait peu, et puis c'était surtout des podcasts humoristiques, et puis il y avait beaucoup de critiques de jeux vidéo, voilà, des chroniques comme ça, pop culture un peu. Et donc moi, quand j'ai lancé la chaîne en 2013, il y avait très peu, à ma connaissance, il y avait très peu de contenu donc orienté, voilà, découverte, connaissance, culture, vulgarisation, en tout cas sur le YouTube francophone. Le National Geographic à la française. Il y en avait peu. Alors, il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal sur les chaînes anglophones, beaucoup de chaînes américaines qui, voilà, déjà faisaient de la vulgarisation, etc. Mais sur YouTube, il n'y avait pas vraiment de successeur spirituel, on va dire, de C'est pas sorcier, par exemple. Et donc, c'est une des sources d'inspiration. Enfin, pas directement, mais... Pas vraiment, parce que, en fait, moi, je fais pas de la vulgarisation. Je parlais plutôt pour ceux qui ont suivi, parce qu'il y en a eu beaucoup, comme Y Penser, comme Dirty Biology, beaucoup de gens qui font un super travail de vulgarisation et qui s'inscrivent vraiment dans cette lignée de C'est pas sorcier. Moi, on m'associe souvent à cette scène, mais je me revendique pas du tout au vulgarisateur. Moi, je suis plutôt un conteur, c'est-à-dire que je découvre des histoires qui m'étonnent. T'es curieux, t'es un curieux. Voilà, je suis un curieux qui partage les choses qui l'émerveillent et qui le surprennent. Et donc, je suis plutôt un conteur. Alors, parfois, pour les besoins d'une histoire, je vais être amené à faire de la vulgarisation pour que ça passe mieux. Mais c'est pas mon but premier. Moi, je veux d'abord partager l'étonnement que j'ai éprouvé en découvrant une histoire ou en découvrant un fait. Et quand j'ai lancé la chaîne en 2013, c'est vrai qu'il y avait, je pense, une lacune sur ce type de contenu. Il y avait une niche à exploiter. Mais pour moi, c'était vraiment un à côté. J'avais envie d'essayer la vidéo. J'avais fait de l'audio, j'avais fait de l'écrit. J'avais jamais fait de vidéo. Et à cette époque-là, je vivais en colocation avec François Thorel, qui fait la chaîne du Fossoyeur de films. Ah, c'était ton coloc. C'était mon coloc. Oh là 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 là. Et lui venait ça devait sentir bon. Lui venait de lancer l'inspiration. Oui, bien sûr. Ça phosphorait un max. Bah oui. Il venait de lancer sa chaîne, donc le Fossoyeur de films, 6 mois auparavant à peu près. Et donc je voyais vraiment qu'il s'épanouissait là-dedans et tout ça. Ça devait être très drôle. Ça m'a donné envie. Tu rentrais chez toi et il était en train de faire son truc. Ah, bonjour. Bah, les deux émissions s'enregistraient à 5 mètres de distance, quoi. Vraiment. Ça devait être vraiment rigolo. C'était marrant. Ouais. Et donc voilà, ça m'a donné envie d'essayer. Lui m'a encouragé à essayer la vidéo. Mais au début, c'était vraiment un à côté dans mon esprit. Et puis très vite, j'ai vu qu'il y avait une attente de la part du public YouTube sur ce type de contenu. Et puis c'est devenu mon activité principale, quoi. Vraiment, la vidéo a pris une place assez importante. Et puis ensuite, voilà, ça s'est décliné en livres, en BD, etc. Ce qui est bien intéressant, c'est que tu as un côté très autodidacte et on n'a pas l'impression que ça a été dur de passer de l'audio à l'écrit, à la vidéo. Alors que c'est quand même des médias et des formats d'expression qui sont très différentes. J'ai vraiment tout appris sur le tas, vraiment, que ce soit la radio, que ce soit l'écrit. Ma formation scolaire n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai fait du droit, j'ai fait de la médiation culturelle, enfin, j'ai fait des trucs qu'on fait pour essayer l'université. Et puis, j'ai très vite compris que j'y resterais pas longtemps. Par contre, ce que m'a permis l'université, ça, vraiment, c'était au début des années 2000. Je crois que j'ai arrêté l'université en 2001-2002. Et ce que ça m'a apporté, c'est de rencontrer des gens qui m'ont permis de faire de la radio. Et puis là, la radio, j'ai appris tout seul, j'ai appris à force de pratiquer. Et c'est ce qui m'a formé au fait de raconter des histoires, je pense. Et puis ensuite, avec l'écrit, là aussi, ça s'est fait de façon très naturelle, quoi. J'ai jamais eu de formation en ce sens-là. Et pareil pour la vidéo, donc j'ai appris à faire du montage. Enfin, t'avais François Thorel à côté de toi, qui était aussi autodidacte. Ouais, c'est ça, autodidacte aussi. François, c'est pareil, vraiment, quand il a commencé la vidéo, c'était en fin 2012, il était en autodidacte total, et puis il a appris petit à petit à utiliser un logiciel de montage. Et ce qui est intéressant quand on fait des vidéos comme ça sur Internet, c'est que généralement,
fait tout, quoi. Donc c'est une école, assez riche parce que on apprend à faire du montage, on apprend à écrire, on apprend à éclairer, on apprend à enregistrer, on apprend à tout faire. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je travaille avec une équipe, donc c'est beaucoup plus confortable. Mais j'ai commencé. Et en plus, quand tu es en équipe, si on te demande des conseils sur le son, tu sais exactement ce que tu veux. Je sais ce que je veux, notamment pour le montage. Donc comme j'ai commencé tout seul, au début, je tenais vraiment à faire le montage tout seul parce que pour moi, c'est une seconde écriture. C'est l'éditorialisation vraiment, de ce que tu as enregistré. Certaines blagues vont marcher grâce à une certaine coupe, ou des effets sonores. Tout se passe vraiment au montage. Il y a une magie qui se passe au montage. Et donc, quand on a commencé à travailler en équipe, donc avec l'équipe du Pandora Création qui est à Avignon, et d'ailleurs François travaille aussi avec eux, j'avais vraiment beaucoup de mal à déléguer, et notamment sur le montage. Donc, ils me proposaient, eux, de les laisser dérocher, par exemple, les prises et tout ça. Et puis, maintenant que on fait le montage à 2 personnes, donc en l'occurrence, la plupart du temps, c'est avec Jimmy Valentin, qui est aussi cadreur, qu'on fait le montage. J'ai vraiment pris goût au truc et j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à repasser tout seul parce que, en fait, ça permet de se concentrer sur le résultat, sur ce qu'on souhaite et d'avoir quelqu'un qui est là et qui exécute, quoi. C'est vraiment extrêmement confortable et très rapide surtout. Et puis ça permet aussi d'avoir du recul parce que quand on est sur un montage et qu'on a la tête dedans depuis des heures, à la fin on sait plus si c'est bien, si c'est pas bien. Alors que quand on a une personne qui nous permet d'avoir un regard extérieur, c'est assez chouette parce que il permet de trancher plus facilement entre 2 prises, entre 2 plans. Donc voilà, là j'ai vraiment pris goût à ça. Bon, en tout cas, est-ce que tu t'attendais à ce que ce petit axolot, dont il faut qu'on parle aussi, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un axolot, devienne aussi grand et soit un tel succès? Alors vraiment pas. Alors pour expliquer l'axolot, en fait l'émission de radio s'appelait Exocet, et Exocet, donc c'est le nom scientifique du poisson volant. Et c'est aussi un missile. C'est aussi un missile, mais c'est moins fun. Dans l'idée, donc je voulais cette image de chimère, quoi, d'animal hybride, parce que c'est un peu ce qu'était l'émission à l'origine. Avant d'être une émission dans laquelle on racontait des histoires un peu étranges et extraordinaires, c'était une émission qui mélangeait beaucoup de choses où je pouvais parler de cinéma, de jeux vidéo, de littérature, donc c'était très varié. Et j'aimais cette idée d'animal qui symbolisait une fusion comme ça des univers entre la mer et le ciel. Et donc, peu de temps après avoir arrêté la radio, j'ai découvert par hasard, en faisant des recherches, donc l'axolot, donc il y a un L à la fin du nom de l'animal. Oui. Et donc c'est une sorte de salamandre mexicaine qui a déjà un aspect incroyable, on dirait vraiment un Pokémon pour de vrai. Et oui, d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle l'Axoloto, j'imagine que c'est directement inspiré. C'est ton Pokémon préféré. Il est vraiment directement inspiré de l'animal. Et en plus de ça, c'est un animal qui a des tas de particularités biologiques incroyables, qui peut régénérer ses organes à volonté, qui peut faire repousser ses pattes, même des parties de son cerveau, des organes internes. Donc il y a un côté un peu Wolverine, quoi. Ouais, quand est-ce que le super-héros axolot va arriver c'est vraiment un étudiant mordu par un axolot. C'est vraiment un super pouvoir. Et du coup, c'est un animal qui est très étudié en laboratoire et qui malheureusement est en voie d'extinction dans son habitat naturel, qui est au Mexique. Le seul endroit du monde où vit l'axolot, c'est dans les canaux de la région de Xochimilco au Mexique, donc dans des canaux qui ont été malheureusement déséquilibrés sur le plan de l'écosystème, parce qu'on y a les hommes, bien sûr, y ont intégré des poissons qui ont bouffé tout ce qu'il y avait à bouffer, donc du coup il y avait plus assez de nourriture pour les axolotes et qui sont en train donc d'être décimés petit à petit, mais il y en a plus que jamais dans les laboratoires et dans les animaleries aussi, parce que l'animal est devenu maintenant populaire. Je ne sais pas si j'ai eu une part là-dedans ou pas, mais en tout cas maintenant on en voit de plus en plus dans les animaleries et dans les aquariums, même en tout France ça. Ah, même en France, ouais. Oh, c'est rigolo. Carrément. Et comment on élève un axolot? Qu'est-ce que ça mange un axolot? Alors c'est apparemment très délicat à élever, parce que moi uniquement du caviar. À une époque, moi à une époque j'avais pensé en avoir un.
Et puis, on m'a expliqué qu'il fallait être extrêmement soigneux, que c'était un animal qui nécessitait beaucoup d'attention. Et comme moi, j'ai déjà du mal à ne pas tuer mes plantes vertes, je me suis dit peut-être éviter. Mais en tout cas, c'est très impressionnant dans un laboratoire, dans un aquarium. C'est très impressionnant parce que c'est quand même assez gros, plus que ce qu'on imagine. C'est rose en plus, je crois. C'est rose. Alors ça dépend. Il y en a qui sont gris. Les roses, c'est les albinos qu'on voit beaucoup en laboratoire. Mais il y en a de toutes les couleurs, même des axolotes dorés. Oh, l'axolote doré. Incroyable. Doré, ouais. Et il va au cherche sur le marché du Pokémon. Il est collector celui-là. Et donc voilà. Et puis en plus de ça, il y avait aussi une espèce de filiation sonore avec Exocet, puisque il y a le X et le T comme ça. Donc voilà, il me semblait que c'était un chouette nom pour parler de curiosité. Ouais. Et du coup, maintenant, chaque fois que tu vas quelque part, tu es incollable sur l'axolote et son Oui, parce qu'on a dû poser la question 1 milliard de fois, évidemment. Ça fait partie des questions récurrentes. Oui, ce qui me paraît logique. Mais on n'y a pas manqué. On a non, bah, nous on fait pas dans l'originalité, on essaye d'être exhaustif. À défaut d'être axolote. Oui, c'est ça. Et donc le succès aidant, tu as fait de nombreux médias, la vidéo, le livre, la BD. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? C'est toujours la vidéo aujourd'hui ou c'est écrire purement et simplement ? Alors vraiment, tous les supports ont un attrait spécifique. La vidéo, ce qui est vraiment chouette, c'est le tournage en soi, puisque par exemple pour la série Étrange Escale, donc on se déplace comme ça à travers différentes villes du monde pour aller découvrir les curiosités méconnues de ces villes. Donc le tournage est extraordinaire à vivre, quoi. Et puis en plus, de plus en plus, pour les vidéos, j'ai tendance à me rendre sur place, à me déplacer, donc à découvrir des lieux extraordinaires. Bah donc, tiens, c'est bien les vacances. Ça, c'est vraiment chouette. C'est pas les vacances. Alors, c'est pas les vacances, c'est le boulot. C'est vraiment tout sauf des vacances, ouais, parce que en plus, c'est difficile. Je comprends que ce soit difficile à entendre pour les gens quand j'ai c'est vraiment pas les vacances. Oh là là, j'étais à Rio de Janeiro. Quand on fait les étranges escales, par exemple. Les Maldives. Ah ouais, non, là, non. On n'a pas fait ça. Mais là, donc cette année, on est allé tourner 7 épisodes, donc tout est dans la boîte. Donc on partait à chaque fois une semaine. Pour limiter les coûts, parce que là, ça aurait été trop cher, c'est déjà cher. Et donc toutes les journées sont vraiment calibrées à la minute. On se lève très tôt, en tard, et on n'a pas du tout de place, ou presque pas, pour justement le tourisme. On fait que tourner toute la journée, et donc c'est vraiment du taf. Et en même temps, voilà, je peux pas me plaindre en disant aux gens quel boulot. C'est vraiment génial. Mais alors, c'est un vrai travail avec une équipe, tu prévois. Alors en dehors du tournage, comment tu prépares ce genre d'escapade, parce qu'il faut quand même savoir pourquoi on va là-bas, où tu trouves tes informations, et puis comment tu prépares ton tournage justement pour quand tu arrives là-bas, optimiser la semaine de prise de vue. Alors, la création d'une étrange escale, typiquement, ça commence déjà par donc toute une phase de recherche. Là, on avait 7 villes, donc j'ai commencé par ça. Déjà, j'ai commencé par sélectionner les 7 villes que j'avais envie de faire découvrir aux gens. Et une fois que je les ai choisies, ces villes-là, en fonction des recherches que j'avais faites, je sentais qu'il y avait un potentiel. Donc j'ai entamé les recherches approfondies, on va dire, ville par ville. Donc là, c'est une phase qui prend plus ou moins de temps selon la ville. Donc moi, je m'arme de toutes les sources possibles. Alors j'achète tous les bouquins que je peux. Ta maison va exploser sous les bouquins. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de bouquins. Il y a évidemment énormément de sites internet qui sont des mines d'or donc pour ce genre de choses. Des documentaires aussi. En fait, toutes les sources sont bonnes pour pouvoir isoler comme ça des endroits intéressants. Et puis ensuite, je fais un tri et j'en choisis une vingtaine à peu près. Qui sont les sites qui me semblent les plus intéressants, les plus méconnus, les plus étranges. Et donc, une fois que tout ça est sélectionné, ensuite, donc sur les étranges escales, on avait une assistante, j'avais une assistante de production qui s'occupait d'organiser le planning en fonction des lieux choisis. Elle organisait les journées par proximité vis-à-vis du lieu où on dormait, où on vivait. Et donc voilà, chaque jour était vraiment planifié à la minute près, genre de telle heure à telle heure on est à tel endroit, telle heure à telle heure à tel endroit. T'as déjà tout repéré sur Google Maps, alors, genre de truc. Là du coup, alors ça c'était
c'était ce qui se passait pour les premières escales que je faisais vraiment seul avec ma compagne, où du coup je gérais tout cet aspect-là. Mais là, pour cette saison d'étranges escales là, vu qu'on était en équipe, c'était donc vraiment Samantha en l'occurrence qui était l'assistante de production qui gérait les questions de planning et aussi les questions d'autorisation de tournage avec les lieux. Oui, parce que j'imagine il y a des endroits c'est peut-être pas forcément évident. Il y a des endroits où normalement on n'est pas censé. Quel est l'endroit le plus étrange dans lequel tu t'es retrouvé avec ces étranges escales? Alors vraiment, ça reste à Prague. Il y a deux lieux. Il y a le musée Apple. Alors non. Il y a un musée Apple à Prague. Je suis pas sûr que ce soit très étrange pour le coup. Non, on l'a pas fait. Mais donc il y a l'ossuaire de Sedlec, qui est un endroit incroyable. Donc c'est une chapelle qui est entièrement décorée avec des ossements humains et c'est un spectacle qui est très impressionnant. C'est vraiment gothique à souhait. Et c'est pas le seul ossuaire en Europe comme ça où on peut voir une déco avec des squelettes et machin. Mais non, parce qu'on a nos catacombes à nous qui sont pas mal à ce niveau-là. Bien sûr, voilà. Mais là, la particularité de cet ossuaire, c'est que même les meubles, en fait, tout vraiment a été confectionné avec des ossements. Et il y a notamment un chandelier, immense chandelier, qui est constitué de tous les os du corps humain. Il y a un blason géant qui est fait avec des tibias, des fémurs. Je croyais dans un film de Tim Burton, c'est incroyable. C'est vraiment un truc, c'est très impressionnant. Et donc quand on y est allé, on a eu le privilège de pouvoir visiter, explorer comme ça des zones qui sont normalement fermées au public. Et donc la personne qui nous a accompagnés nous expliquait que c'était un lieu qui était extrêmement convoité, notamment par des artistes qui évoluent un peu dans cette sphère gothique et métal. Donc Marilyn Manson par exemple voulait tourner dans l'ossuaire et on lui a refusé cette opportunité parce que voilà, c'est quand même un lieu sacré, hein, c'est comme une chapelle. Je crois que Alice Cooper avait essuyé le même refus, voilà. Et donc bon, ça c'était un lieu, et vraiment le lieu, donc maintenant on a tourné les 7 épisodes là, donc avec le recul je peux vraiment le dire, le lieu qui m'a le plus fasciné, surpris, qui est le plus étrange, c'est l'église des fantômes, donc qui se trouve à peu près 1 heure de Prague. Donc c'est dans un petit village dont là j'ai oublié le nom tout de suite, et qui est abandonné quasiment. C'est un hameau dans lequel il n'y a plus personne, et en fait donc dans ce hameau il y avait une église vieille de plusieurs siècles, dont le toit s'était effondré dans les années 60. Et en fait, c'est une église qui avait subi comme ça plusieurs dommages, plusieurs catastrophes au fil des siècles, incendies, destructions diverses et variées. Et donc, dans les années 60, quand le toit s'est effondré, ils ont jeté les villageois. Voilà, ils ont dit on va arrêter les frais. Cette église, elle est maudite. C'est bon, quoi. On n'ira plus faire les messes et les offices à l'intérieur. Donc, elle est restée un peu à l'abandon comme ça. Et dans les années 90-2000, donc les habitants de la région se sont dit qu'il fallait réhabiliter cet endroit parce que c'était quand même du patrimoine historique, c'était une église vieille de 7 siècles, etc. Pas faux. Voilà. Et donc, ils ont essayé de lever des fonds pour les travaux, et il y a un jeune artiste qui a eu une idée. Donc, il a créé des fantômes. En fait, il a fait des moulages sur des collègues à lui, sur des étudiants. Donc, il a posé sur eux des nappes et des vieux draps qu'il a enduits de gypse, je crois, donc un peu comme du plâtre. Et donc, les modèles devaient rester immobiles pendant 1 heure jusqu'à ce que le mélange solide se solidifie. Voilà. Ouais. Et ensuite, donc, il s'extrayait comme ça du moule, et il ne restait plus que la forme capturée des personnes. Et ensuite, l'artiste a disposé ces formes, ces corps, qui sont vraiment troublants parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des gens sous les draps, à travers l'église. Donc l'église est vraiment dans un état de délabrement assez avancé, même si donc il y a des travaux maintenant, et il y a une ambiance très spéciale, d'autant que
Et tout le reste de la ville est encore abandonné. Une fois, voilà, le hameau dans lequel se trouve l'église est vide, il n'y a plus personne. Et donc, il y a eu ça aussi. Il y a eu le moment où on a contacté donc, les personnes pour pouvoir aller dans cette église. Et donc, la personne qui est venue nous ouvrir vivait dans un village voisin. Et donc, il est venu exceptionnellement pour nous ouvrir l'église. Et cette église, donc, non seulement se trouve dans un hameau abandonné, mais en plus, elle est entourée par un vieux cimetière. Il y a vraiment une ambiance. C'est très Castlevania, donc il y a des vieilles tombes brisées, etc. Et quand on rentre dans l'église, on voit ces fantômes comme ça qui sont assis. Il y en a une petite trentaine. Ils sont assis comme ça sur les bancs de l'église. Il y en a qui sont debout. Et c'est à la fois impressionnant, à la fois troublant, c'est à la fois flippant aussi, clairement, d'autant que quand on est rentré, le soleil s'est retrouvé presque immédiatement voilé par les nuages, et puis ensuite la nuit est tombée très vite, et j'avoue que on était pas fâché de partir, parce que ça commençait à être assez oppressant, et voilà, donc ça c'est vraiment un lieu hallucinant, et pour le coup totalement méconnu, on ne trouvera pas de touristes. Alors peut-être que depuis que la vidéo est sortie, il y a des gens qui ont demandé à y aller, mais c'est pas facile pour y aller. Pauvre monsieur, tu vas devoir revenir pour ouvrir à tous les c'est vraiment toute la communauté. C'est vraiment pas facile parce que donc il faut faire ce trajet d'1 heure dans la campagne tchèque, c'est vraiment paumé, il y a rien. Donc il faut y aller pour ça, et puis il faut donc obtenir l'autorisation et il faut pouvoir contacter la personne qui vient ouvrir l'église. Donc voilà, ça faisait partie. C'est ce qui fait l'intérêt de la vidéo, quoi. L'opportunité d'aller sur des lieux comme ça. On va aller voir ça. Alors tout ça, c'est produit pour la chaîne YouTube uniquement, parce que ça pourrait être carrément produit pour de la télévision. Alors, donc là, la saison qu'on a tournée, elle a été financée par une campagne de financement participatif qu'on a lancée l'année dernière. Et pour la saison prochaine, il se pourrait fortement que ce soit fait justement en collaboration avec une chaîne de télé. Donc rien n'est fait, donc j'en dis pas plus, mais c'est vrai que pour moi c'est totalement un format qui pourrait être diffusé, je sais pas, par exemple sur France 5 ou ce genre de choses. Exactement, ou Arte, ou voilà. RMC Découverte. Il faut toujours reprendre la relève de Fred et Jamie, qui n'ont jamais été remplacés pendant toutes ces années. Si, il y a le retour de Fred et Jamie, enfin de Jamie sans Fred. Oui, c'est vrai. Qui est revenu. Les deux, en fait, sont revenus parce que Fred a fait L'Esprit Sorcier, qui est une version web, en fait, une version online, et Jamie a son émission à lui, qui est ils sont revenus même à C'est pas sorcier, je crois, carrément sur ces derniers temps là. J'ai vu passer des tweets. Moi je connais l'émission de Jamie là, qui fait tous les 3 ou 4 mois, je crois, sur France 3. Il fait une grosse émission, il fait un truc tout seul. Mais je crois qu'ils ont refait des C'est pas sorcier sans Fred, mais avec justement le camion, il est en synthèse. Enfin, c'est plus du tout la même ambiance. Marcel aussi en synthèse ou pas? Parce que s'il n'y a pas Marcel en synthèse, non, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'émissions C'est pas sorcier. Alors, elles étaient toutes formidables. C'est vrai que beaucoup de gens ont pleuré l'arrêt de l'émission, mais en même temps, il faut que les choses changent, quoi. Et que les choses évoluent. Et ce qui est très marrant, c'est que les gens qui ont fait de la vulgarisation sur YouTube ont tous été comparés à C'est pas sorcier. On a dit que c'était les enfants spirituels de C'est pas sorcier. Et aujourd'hui, finalement, les créateurs de C'est pas sorcier suivent un peu les traces de ces vulgarisateurs, puisque dans le cas de Fred, du coup, ça se passe sur Internet, et il y a beaucoup de participation comme ça de Fred et Jamie avec des créateurs. J'avais vu que Jamie était passé sur Max Bird, je crois. Il a fait une vidéo avec Max Bird. Il faut qu'on fasse venir Jamie. Oui, ce serait super. Ah oui, en plus il est vraiment très très cool. Moi j'avais rencontré une fois, il était venu à Compiègne pour un forum d'entreprise, et on avait discuté, il est très très sympa. Et Fred, par contre, Fred n'a pas voulu venir à la TG, puisque je l'avais invité quand il avait lancé son crowdfunding en disant on pourrait en faire un peu de promo, et il nous avait conduit. Voilà. Mais en tout cas, moi, tant pis. De ma propre expérience, Jamie est vraiment fidèle à l'image qu'on peut en avoir, quoi. C'est vraiment le Jamie de la télé. Et Fred a ce côté aussi un peu excité, très énergique comme ça qu'on peut voir. Donc c'est pas vraiment des personnages quoi qu'on voit à l'écran, ils sont assez comme ça dans la vie. Ouais, et puis ils ont fait un pilier maintenant de la de la vidéo scientifique, enfin de vulgarisation scientifique, on peut pas. Ah oui, ça c'est clair. C'est devenu incontournable. Vraiment une référence. Même à l'école, ils en parlent. Bah oui. Bien sûr.
c'est l'aide des profs de bio et de beaucoup de choses. Carrément. Est-ce qu'on va parler d'Axolot à l'école aussi? Moi, je pense qu'il faudrait. Il y a plein d'émissions qui pourraient servir de support pédagogique. Alors, il arrive souvent que dans les écoles, il y ait des vidéos YouTube qui soient diffusées. Donc, par exemple, des vidéos de Nota Bene, donc qui est une chaîne d'histoire géniale. Il y a des vidéos de Bruce, de Y Penser, des vidéos de Dirty Biology, de Micmat aussi, Michael Launay qui fait une chaîne de maths. Il y a énormément de vidéos comme ça, très pédagogiques, qui sont diffusées dans les écoles. Et donc, j'y ai eu droit aussi avec Axolot. Donc, c'est très flatteur comme ça de recevoir une photo, par exemple, dans une salle de classe avec un prof à côté de son écran et de voir la vidéo comme ça passer. Donc, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on se sent tout à coup adoubé par le système éducatif. Quand on se dit d'accord, c'est que ces gens-là estiment que ça mérite d'être partagé, que c'est à la hauteur, quoi. Donc, alors maintenant, tu dis que tu as une équipe, justement, mais au bout de tant d'années, ça ne devient pas difficile de trouver des nouveaux sujets? Alors justement, c'est une bonne idée d'aller voir les villes et les lieux étranges ou étonnants, parce que ça permet pour toi d'ouvrir le spectre des choses à explorer. Alors, j'imagine que l'exploration, justement, si tu es dans la curiosité de l'exploration, c'est sans fin. Mais quand même, tu as dû déjà faire je ne vais pas te demander de les nommer spécifiquement, mais tu as dû déjà faire les sujets qui t'intéressaient le plus, qui te motivait le plus? Alors, ce qui est chouette, c'est que moi, donc j'ai la chance d'avoir un créneau extrêmement large, puisque le fil conducteur entre tous les sujets que je peux traiter, c'est leur caractère étonnant, surprenant, merveilleux. Donc, il n'y a pas de limite, quoi. Tout est bon. J'ai vraiment un champ très très large, alors que, par exemple, je sais pas, pour reprendre l'exemple de Nota Bene, par exemple, donc lui a une chaîne d'histoire, donc quoi qu'il arrive, il faudra toujours qu'il fasse des sujets historique. Moi, j'ai vraiment la chance de traiter tout ce qui m'intéresse, donc ça peut être de la science, ça peut être des lieux incroyables, ça peut être des personnages avec des destins extraordinaires, donc j'ai cette chance-là, mais même, de toute façon, si je m'étais cantonné à un domaine, comme l'histoire ou la science ou ci ou ça, c'est sans fin, quoi. Pour prendre l'histoire, par exemple, spécifiquement, c'est tellement riche qu'on pourrait se concentrer sur une période de l'histoire et, dans le cadre de cette période, se concentrer sur une culture, voire une discipline, et on n'aurait pas assez d'une vie pour l'explorer. Là, par exemple, il y a quelques semaines, je me suis pris de passion, de fascination pour les astrolabes, qui sont donc des instruments d'astronomie anciens, qui sont autant des objets d'art que des outils scientifiques, qui sont vraiment des objets absolument sublimes, ciselés, c'est superbe, et il y en a qui sont parfois vieux de plus de 7 siècles, et donc les plus beaux astrolabes ont été créés par les Perses aux alentours du 15e et du 16e siècle, et rien que ça, pourtant on est vraiment sur une micro-niche là, c'est sans fin, parce que il y a toutes les utilisations qu'on peut faire de cet objet, il y a ça ressemble à quoi alors, pour décrire à nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur? Est-ce que vous avez en tête le collier dans les cités d'or? Le collier, oui, bien sûr. qui ressemble à un soleil, machin. On n'est pas loin de ça. En fait, il faut se représenter un objet circulaire comme une grande pièce. Et donc cet objet est constitué de plusieurs pièces superposées. Et la pièce principale est surnommée l'araignée, parce que donc elle est constituée de plusieurs branches extrêmement ciselées, extrêmement travaillées. Et en fait, c'est censé être un plan du ciel à plat, en 2D, donc c'est un plan de la sphère céleste comme ça, à plat, et cette araignée, cette partie qui est extrêmement ouvragée, peut donner l'impression qu'elle est juste là pour décorer, alors qu'en fait c'est une carte du ciel, quoi. Chaque excroissance, chaque pointe de ces araignées désigne une étoile. Donc c'est un objet qui mélange à la fois l'aspect purement pratique, donc c'est vraiment une carte du ciel, et l'aspect artistique, parce que c'est sublime, quoi. Et donc là j'ai eu la chance il y a quelques semaines de ça d'être invité par l'Observatoire de Paris à venir voir les astrolabes qui sont cachés dans leur réserve, parce qu'ils n'ont pas le droit de recevoir de gens parce qu'ils sont pas aux normes, en fait, donc c'est pas un musée. Et donc j'ai eu la chance de voir des pièces mais magnifiques, vieilles de plus de 6 ou 7 siècles. Et pour vous donner une idée de la valeur de ces objets, donc là, le 27 novembre,
à Paris, il y a une vente aux enchères avec un astrolabe donc perse qui est mis à prix 300 000 €. Donc ça vous donne une idée de la valeur des objets. Je vais me l'offrir pour Noël. Ouais. C'est ça, un beau cadeau de Noël. C'est dommage qu'on puisse pas le voir dans un musée, mais ça serait... Alors, il y a des musées, par exemple, au musée des Arts et Métiers, on peut en voir, des astrolabes, on peut en voir au Louvre, mais franchement, ceux que j'ai vus à l'Observatoire de Paris sont les plus beaux que j'ai pu voir, et là, c'est vrai que c'est dommage que ce soit conservé dans des tiroirs, quoi. Mais des fois, il les prête, ça arrive de les prêter, ouais. Alors, au même registre des objets d'astronomie absolument magnifiques, moi j'ai une passion pour les orreries. Tu vois ce que c'est ? Les orreries, ah non, pas du tout. Ah si, tu vois ce que c'est parce que tu en as forcément vu. Ce sont ces mécaniques qui permettent de représenter le fonctionnement du système solaire. On en voit beaucoup dans les carnets de curiosité, cabines de curiosité près des étagères. Moi j'appelle ça des planétaires, c'est pour ça. Je pense que c'est peut-être le terme anglais, orrery. D'accord. C'est le terme sur lequel donc on appelle ça d'ailleurs clockwork orrery. D'accord. Et j'adore ces objets. Il y en a un absolument magnifique dans Dark Crystal, dans le film de Jim Henson, puisque la sorcière Uma ou Una, je sais plus comment elle s'appelle. On a un énorme, qui a été reproduit, puisque Disney, pour parler des coulisses, Disney a racheté les droits de tout ce qu'a fait Jim Henson dans les Muppets, et il y avait dans le lot, il y avait Dark Crystal, et les Imagineers de Disney, quand ils ont fait Disneyland Paris, ils se sont dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce truc-là, et ils ont fait dans la partie rétro-futuriste que j'adore à Disneyland Paris, qui est très jolie, là, il y a le Space Mountain, très steampunk, ils ont fait cette espèce de manège avec des sortes de petits avions fusées qui tournent au milieu de boules qui ressemblent à un orrery justement, et qui est en fait tiré directement de l'imagination de Jim Henson et de Dark Crystal. Alors dans ce registre, moi j'ai un projet de tatouage et j'aimerais me faire tatouer une sphère armillaire. Donc je te laisse jeter un œil. C'est très proche des astrolabes. En fait, on dit des sphères armillaires que c'est des astrolabes sphériques en fait. Et donc là aussi, voilà, c'est une représentation de la sphère céleste. Il va falloir te trouver un bon tatoueur parce qu'il faut bien le faire. C'est fait là. Je suis dessus là. Ouais. D'accord. Oui, mais alors où tatouer la sphère armillaire ? Ça, on ne le saura pas. C'est le suspense. Ça sera annoncé en direct live sur la chaîne YouTube. Ouais. Ah bah dis donc. Et alors oui, comme je le constate en effet que tu ne manques pas de sujet de passion. Voilà, c'est sans fin. Est-ce que tu as, alors pour parler un peu d'avenir, est-ce que tu as d'autres projets qui vont au-delà de la chaîne YouTube, qui vont au-delà du livre, je sais pas, du cinéma, de la série télé, d'autres projets ou partir dans l'espace, tiens, par exemple avec Elon Musk. On a fait une vidéo l'année dernière avec Thomas Pesquet, déjà, c'était un bon cool. début. Et donc déjà le dernier bouquin que j'ai sorti, la nanofiction qui est sorti il y a un mois, c'était une première tentative de fiction, puisque donc depuis 2009, depuis que j'ai commencé Axolot, je raconte des histoires vraies, donc je me les approprie, je les retranscris à ma manière, mais je les invente pas. Et donc ça faisait pas mal de temps que l'envie me trottait dans la tête d'écrire à mon tour donc des histoires, à force d'en découvrir, des histoires extraordinaires, ça donne envie d'en créer. Et donc je me demandais sous quelle forme le faire. Est-ce que j'allais le faire en scénario par exemple pour une BD, ou est-ce que j'allais faire des nouvelles ou une série, enfin bref, j'avais des tas de possibilités. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que donc en novembre 2017, Twitter est passé de 140 à 280 caractères. Ouais, ça c'est bien. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une chouette contrainte de style pour écrire de la fiction. Et donc j'ai commencé en novembre 2017 à écrire des petites histoires qui tenaient en 280 caractères, donc c'est des micro-nouvelles, et c'est un genre très méconnu et très peu représenté, celui de la micro-nouvelle. Alors il y a certains auteurs qui se sont distingués dedans, et une des plus connues est attribuée à Hemingway, donc c'est Vent, chaussures bébé, jamais portées. Donc voilà, et c'est en quelques mots, tout à coup, il y a tout un univers. L'esquisse d'un drame familial, etc. C'était Frédéric Vande qui avait fait, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais qui avait fait Le Dernier Homme sur Terre. Exactement. Ouais, c'est ça. Et seul dans une pièce, et il entend frapper à la porte. Voilà. Ah ouais, c'est super. Ça, c'est exactement l'esprit des nanofictions, quoi. D'autant que c'est des histoires qui sont plutôt d'inspiration fantastique et science-fiction. Donc voilà, j'ai commencé en novembre 2017
fait à écrire ces petites histoires. Et j'ai vraiment pris goût au truc. Et en fait, avec Flammarion, j'avais un contrat qui était déjà signé depuis près de 2 ans. Et à la base, l'idée, c'était de faire un livre donc dans la veine d'Axolotl, c'est-à-dire un recueil d'histoires extraordinaires. Mais comme je l'avais déjà trop fait à travers différents supports, je sentais que j'avais plus la motivation pour refaire un livre de ce type. Et donc, quand j'ai commencé les nanofictions et que j'ai vraiment pris goût à l'exercice, j'ai proposé à mon éditeur de faire ça à la place. Et donc, par chance, ça lui a plu. Et donc, voilà, le livre est sorti là en octobre. Et ça, pour moi, ça ouvre un nouveau champ des possibles. Maintenant, j'ai envie de faire de la fiction, et de la fiction plus longue du coup, de développer un peu des histoires, et donc voilà, ça pourra déboucher, pourquoi pas, sur un scénario de bande dessinée ou de série. Enfin là, j'ai pas mal d'envie de ce côté-là. Ouais. Ils sont créatifs, les youtubeurs en France, parce que quand on a reçu, Julien Hervieux, alias Audio Connard. Il fait des vidéos, mais à la base, il fait des vidéos. Il a fait un bouquin. Oui, c'est vrai. Il vient de faire un livre qui est sorti en ce moment, chez nous, Service de chez Sa Majesté Capsule la Mort. Exactement. Oui. Voilà, et il fait de ses vidéos justement sur la Première Guerre mondiale, Petit théâtre des opérations, qui sont formidables. Qui sont un peu dans la même veine, un peu de l'étonnement de personnages. Par contre, c'est plus orienté sur la période de la Grande Guerre. Limité, et lui, il a une formation d'historien. Enfin, à la base, c'est l'histoire, son truc. Lui, il est vraiment. Il me semble qu'il a même été prof, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc lui, il est vraiment passionné par la Seconde Guerre mondiale et par la Première aussi. Et c'est vrai que les vidéos qu'il a faites, il y a clairement une correspondance d'esprit, on va dire. Moi, j'ai fait une série de vidéos qui s'appelle les axoportraits, et donc le principe, c'est de retracer le destin hors du commun d'un personnage oublié de l'histoire. Et donc oui, là, par rapport à ça, on a vraiment un parallèle. Mais lui, donc, il a commencé par les chroniques de l'Audio Connard, donc il faisait plutôt de la chronique cinéma. Et puis de plein d'autres choses aussi, de la société, sur plein de sujets. C'est les plus connus, les cinémas, mais il avait aussi la société, les blogs. Oui, il s'est vraiment ouvert sur des tas de sujets. Et puis là, effectivement, il y a une espèce d'effervescence. Donc, il a fait beaucoup de fiction, romans jeunesse et tout. Donc, c'est très chouette. Alors, on va bientôt conclure, mais pour parler chiffres, Axolotl aujourd'hui, c'est plus de 500 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Il y a combien de vidéos? Parce que je peux pas tous les recenser. Alors, donc il y en a très peu par rapport à mes collègues. Voilà, parce que moi, du coup, je suis un peu un cas particulier sur YouTube. Ah oui, c'est marqué à côté, il y a 26 vidéos. Oui, non, mais alors, attention, des fois, on voit pas tout, quoi. Alors, je suis un peu un cas particulier dans la sphère YouTube parce que j'ai beaucoup de collègues, entre guillemets, qui vivent exclusivement des vidéos et qui sont donc tenus, pour pouvoir en vivre, d'avoir un rythme assez régulier. Et donc, moi, dès le début, j'ai habitué les gens qui me suivaient à ne pas s'attendre justement à une production régulière, et ça sort quand ça sort, quand j'ai un sujet que j'ai envie de traiter. Et puis en plus, comme j'ai une activité assez diversifiée, je ne dépends pas que des vidéos pour pouvoir vivre de cette activité-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a assez peu de vidéos depuis la création de la chaîne par rapport aux chaînes de ce type-là. Mais c'est intéressant parce que tout cet univers de youtubeurs et de vidéastes sur la culture ou l'étonnement, vous êtes un peu les précurseurs, donc ça grandit de plus en plus, mais on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner. Donc vous êtes aussi acteurs de ce que va être les contenus originaux et le YouTube de demain, tellement qu'il y a même un festival, je crois, qui a été organisé un peu sur ce sujet-là, des vidéos, le contenu sur Internet, dans lequel tu fais partie, je crois aussi. Si ce n'est que tu es un des créateurs ou un des penseurs. Oui. Alors, donc, le festival Frames qui existe depuis 3 ans maintenant. Donc là, on a fait la 3e édition au mois de septembre. Et c'est un festival qui est né du constat que dans les événements de type Japan Expo, etc., il y a beaucoup... Alors là, il faut se remettre dans le contexte. Je pense que l'idée a germé il y a à peu près 4 ans de ça, on va dire. Et moi, dans mon souvenir, on était avec François Terrel, donc, dans un festival de ce type-là. Alors, je ne sais plus si c'était la Japan Expo, mais c'était quelque chose dans ce goût-là. Et moi, j'étais étonné par le fait que les personnes qui attiraient le plus de monde, c'était les vidéastes, justement. Par exemple, quand il y avait des gens comme Antoine Daniel ou le joueur du grenier, c'était des queues, mais de 2-3 heures pour se faire signer un truc. Et je me disais, c'est quand même bizarre, parce que
ils sont un peu relégués donc au fond de la salle, quoi. Alors que c'est vraiment eux qui vont venir le plus de monde. Et je trouvais que c'était bizarre qu'il y ait ce côté pièce rapportée, alors qu'aux États-Unis, à par Japan, exemple, ça s'est amélioré, hein, parce que François Descraques, par exemple, il a fait carrément de la scène là-bas. Enfin, ah oui, là je parle d'il y a 4-5 ans. Il y a le public, mais aussi les institutions qui ont souvent regardé les vidéastes. C'était un peu. Je parle d'il y a 4-5 ans. Disons que ces événements se sont dit, ah bah tiens, voilà, on va peut-être ménager un petit espace pour ces gens-là. C'est sympa ce qu'ils font, mais. Ils s'attendaient peut-être pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'était vraiment cette partie-là qui attirait le plus de monde, quoi. Donc, je me souviens m'être dit, ce serait cool et ce serait approprié qu'il y ait un événement exclusivement consacré aux gens qui font de la vidéo. C'était le cas, c'est toujours le cas d'ailleurs aux États-Unis avec la VidCon, parce qu'ils ont toujours un train d'avance, donc ça existait déjà aux États-Unis. Et donc, on en a discuté de tout ça, et notamment avec l'équipe du Pandora à Avignon. Et voilà, donc on a mis, je pense, à peu près 1 an et demi à organiser l'événement. Voilà, je pense qu'entre la proposition, entre les premières discussions sur la possibilité d'un événement et l'événement lui-même, voilà, il y a 1 an et demi qui s'est écoulé. Et entre-temps, il y a des événements de ce type qui se sont organisés. Donc c'est là qu'on s'est dit, ah oui, manifestement c'est dans l'air du temps, il faut le faire. Et donc il y a des événements comme la Neocast, la Cavicon, il y a aussi la Video City Paris qui s'était lancée. Mais nous, on voulait prendre le contre-pied de ces événements parce que généralement, il y avait un côté très Star System, très foire aux bestiaux, moi qui me dérangeait un peu, c'est-à-dire que on fait venir des dizaines et des dizaines de personnes sans ligne éditoriale précise pour attirer le plus possible d'adolescents en furie. Bon, nous, on s'est dit, on va éviter ça. On va essayer de se concentrer sur la ligne éditoriale. Justement, on va choisir un petit nombre d'invités dont le travail nous plaît. Et on voulait surtout pas mettre David Lafarge en avant... voilà, donc non, justement. Et donc, on voulait pas mettre en avant le côté Star System de YouTube qui est vraiment exacerbé dans les événements de type Video City où... Enfin, c'est hallucinant. 3 heures de queue pour un autographe et au revoir. Quoi. Et donc, par exemple, tous les invités enfermés dans une espèce de carré en préfabriqué avec tous les fans donc qui s'agglutinent comme des zombies. Enfin, c'est flippant. Et donc, nous, on voulait prendre le contre-pied de ça. D'ailleurs, maintenant, il n'y a carrément plus de dédicaces. Nous, on veut vraiment permettre à des gens intéressants de venir raconter ce qu'ils ont à raconter sur scène au lieu de le faire en vidéo. Et donc, on est vraiment très contents à la fois... de la façon dont l'événement se déroule, à la fois des activités qui ont lieu et à la fois aussi par le public parce que c'est des gens qui sont un peu plus âgés que dans les événements dont j'ai parlé, qui sont vraiment intéressés, qui sont là pour écouter des conférences, qui sont là pour poser des questions pertinentes et pour interagir. Et donc on est très fiers de cet événement et on est en train de préparer la 4e édition. Donc ça, c'était en septembre dernier, c'est ça, en septembre dernier. C'était et c'était à Avignon. C'est à Avignon, ouais. C'est à travers toute la ville. C'est un peu, pour ceux qui connaissent le festival d'Angoulême, c'est un peu sur ce principe-là. Ça se passe à travers toute la ville, dans plusieurs lieux, et non pas dans un parc des expositions froid et impersonnel. Ouais, Avignon, c'est joli. Il y a les lieux choisis sont très beaux. Le bastion médiéval qui est quand même assez magnifique, quoi. Très, il y a le Palais des Papes. On est dans le Palais des Papes, ce qui est quand même vraiment fou, quoi. C'est immense. Bon, alors on va te relâcher parce que tu as d'autres interviews derrière nous. Oui. Juste une dernière question pour conclure. YouTube, c'est en passe de devenir le médium majeur pour l'avenir. Enfin, tu penses que ça va... Alors, c'est marrant qu'on en parle parce que moi je pense vraiment que là c'est sur le point de mourir. Ah ouais, tiens, c'est intéressant. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'article 13 de la directive bien copyright. Sûr. Donc, oui, alors je pensais pas en termes de rémunération parce que en termes de rémunération, ce système m'a toujours paru un peu bizarre. Alors que je trouve que faire un Tipeee ou un... Je parle même pas de rémunération, là. Je parle même de diffusion. Ah oui, là. Oui, parce que ça bloque aussi la diffusion. Alors en fait... parce que ça reste assez flou pour tout le monde. Récemment, le joueur du grenier a fait une vidéo. Oui, lui-même dit que il n'a pas tout compris et que ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est ce qu'il pense avoir compris. Donc ça reste assez flou, mais en gros, l'idée, c'est que les mesures de sécurité pour les contenus copyrightés vont être renforcées. Et
c'est les hébergeurs de contenu tels que YouTube ou Dailymotion ou Vimeo, etc. Ouais, Dailymotion, c'est moribond. J'ai cité Dailymotion parce qu'il fallait en citer d'autres, mais en gros, c'est YouTube. Et donc, l'idée, c'est que les hébergeurs de contenu vont avoir maintenant une responsabilité pénale si jamais il y a un contenu qui enfreint un copyright, un droit d'auteur. Et vu qu'il y a, je crois, 400 000 heures de vidéos uploadées à chaque seconde sur YouTube, ils n'ont absolument pas les moyens techniques ni humains de tout filtrer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plutôt que de prendre le risque d'héberger un contenu qui pourrait les emmener au tribunal, ils vont tout couper à la base pour pas risquer d'avoir une vidéo qui utilise un morceau qui appartient à un ayant droit qui n'est pas rémunéré, ou même une photo, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Dès qu'il y a possibilité d'enfreindre un droit d'auteur, on va couper ça à la base, et donc il n'y a plus que les grosses boîtes de prod qui pourraient finalement avoir accès à YouTube, c'est-à-dire les chaînes de télé, etc. Ouais, ceux qui ne montreront pas de blanche parce que eux sont clean. Exactement. Eux sont clean et ils ont les moyens justement de pouvoir s'arranger avec les ayants droit. Donc là, ce que YouTube avance, parce qu'ils ne sont pas totalement neutres dans cette histoire, parce que forcément ils ont des intérêts en jeu, donc, mais ce qu'eux avancent et ce qu'ils demandent aux créateurs d'expliquer à leur communauté, c'est que si cette loi avec cet article 13 passe, je crois que c'est en janvier ou en février qu'elle doit être votée au Parlement européen, si cette loi passe, il n'y aura plus de contenu amateur sur YouTube, il n'y aura plus de petites chaînes, il n'y aura plus de youtubeurs en fait, et il n'y aura plus que des contenus portés par des studios de production, par des grosses boîtes, par des chaînes de télé. Donc ce serait vraiment la mort des créateurs. Mais ça ne touche pas que YouTube en fait, ce serait valable pour tous les hébergeurs de contenu. Donc là, les gens qui vivent de ça actuellement se demandent vraiment comment ils vont faire, d'autant que ça touche pas que ça. Il y a un article 11 aussi qui menacerait également Wikipédia. On parle de l'Europe, c'est en Europe que ça se passerait, parce que donc il y a une proposition de taxe sur les liens, c'est-à-dire que si on met un lien vers un contenu copyrighté, il faut avoir l'autorisation de l'ayant droit. Donc quand on sait comment fonctionne Wikipédia, toutes les sources sont linkées. Donc si les gens ne peuvent pas mettre des liens, un site comme Wikipédia, qui est aujourd'hui vital pour tout le monde, ne pourrait plus exister en Europe. Donc c'est assez terrible, et ça se fait dans un silence assez relatif, parce qu'il y a tellement de causes importantes là, entre le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, j'en sais rien, les emplois, il y a tellement de trucs que ça passe un peu à la trappe, alors que concrètement ça va vraiment affecter et la création sur Internet et la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, et ça concerne du coup autant les créateurs que les utilisateurs d'Internet, quoi. Donc voilà. Donc du coup, pour ce qui est de l'avenir sur YouTube, là en ce moment, c'est très très flou là. C'est assez compromis. Ou alors il faut tous émigrer en Angleterre, puisqu'ils seront plus en Europe. Donc, non, parce que ça va être spécifique au pays, à la législation européenne. Ils font partie de l'Union européenne. Tout ce qui sera en dehors pourra publier comme avant. Enfin, tant qu'il n'y aura pas d'autres lois. Et en plus, donc effectivement, par exemple, aux États-Unis, il n'y aura pas de souci. Enfin, il fonctionnera comme il fonctionne aujourd'hui. Eux, aux États-Unis, bénéficient du fair use. Donc, on peut critiquer les États-Unis autant qu'on veut. Eux, ils ont quand même l'intelligence d'avoir un système qui permet aux gens qui font, par exemple, de la vidéo pédagogique d'utiliser des extraits vidéo à titre d'illustration. Sans être inquiété. Il y a le droit de citation, de toute façon. En France, ça n'existe pas. Alors, très souvent, on dit que il y a un droit de citation, droit à la parodie, machin. C'est complètement faux. Il n'y a pas le droit du tout. Et donc, ça, c'est vraiment triste, parce que, en général, ça ne nuit absolument pas aux ayants droit. Quand, je prends l'exemple de François avec le Fossoyeur de film, quand il fait une chronique de film et qu'il utilise les extraits d'un film, je vois pas en quoi ça nuit, au studio qui, si c'est Warner ou quoi, ils vont pas perdre, au contraire, ils vont gagner même des gens. C'est en plus que je crois qu'ils parlent beaucoup de films très vieux, donc du coup, dans une seconde jeunesse, mais ça les intéresse pas. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Le patrimoine ne les intéresse pas. Ce qui est dingue, après on pourrait en parler pendant des heures, mais ce qui est dingue, c'est que le côté pas de demi-mesure, c'est-à-dire qu'on pourrait appliquer ça pour des youtubeurs qui ont un certain nombre d'abonnés et du coup qui commencent à avoir la capacité de pouvoir en faire leur métier et du coup d'inclure ça et de mettre un pourcentage peut-être pour des productions plus petites, alors que là c'est non.
C'est dingue. C'est non. Donc si cette loi passe telle qu'elle a été présentée là, ce sera vraiment la mort de la création sur Internet, sur YouTube, telle qu'on la connaît. Donc peut-être que ça donnera lieu à autre chose. Peut-être qu'on devra uploader du contenu sur les plateformes russes et que les créateurs vivront justement de Tipeee ou quoi. Je sais pas. En tout cas, on va vraiment arriver là à une période charnière et tout le monde est un peu dans le flou par rapport à ça. Ouais. Un autre sujet très intéressant pour un ATG futur, peut-être. Oui, quand le truc sera passé. Parce que, ou alors, pour faire prendre conscience aux personnes, de se dire, bon, bah. Ouais, mais ça arrive en janvier, alors tu sais, nous, avec notre petite vitesse, on va attendre que le truc passe, et puis on en parlera après. Parce qu'on s'approche en plus, dans l'ATG, des 100 épisodes. Ouais. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ah, bah oui. Donc voilà. Bref, merci beaucoup, merci infiniment Patrick, parce que c'était très intéressant. On en sait plus maintenant sur Axolot et ses activités diverses variées. Tu nous as bien fait voyager. Mais alors donc Prague, je te confirme qu'il y a un musée Apple qui est magnique. D'accord. Mais à côté vraiment la marque Apple, quoi. Alors qui n'est pas officiel Apple, mais c'est un vrai musée Apple de la marque Apple qui retrace toutes les fabrications des machines de l'Apple 1. Et il y a d'ailleurs des pièces, je sais. Non, il y a même une repro de l'Apple 1, mais je crois pas que ce soit un vrai. Okay. Et par contre, il y a énormément de machines originales, dont certaines machines que j'avais jamais vues, que j'ai été vraiment très surpris de voir là-bas. Et il y a tous les modèles d'iPod, d'iPhone, d'iMachin. Mais c'est surtout les vieux Mac qui me plaisaient, moi. Et donc, j'ai vu des machines magnifiques. Et donc, le musée est très beau. Il est très joli, il est très design. Mais il n'est pas fait en ossement humain. Non, il n'est pas en ossement humain. Il y a d'autres choses à Prague. Alors, en dehors de ça, il y a aussi le musée de la torture qu'adore le Captain Web, je le signale. Et puis, il y a le musée Kafka, qui est très très bien. Absolument. Pour le coup, il pourrait plus être en ossement humain que le musée Mac. Un peu déprimant, mais très intéressant. Ouais. Voilà. Merci Patrick, on te relâche et on vous remercie. Merci Lunmi. Merci à toi, Mister D. Et puis, on vous retrouve pour un prochain ATG Express dans très peu de temps. Dans un temps express. Express. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao.